Il existe des péchés dans l'exercice du pouvoir qui ne sont inscrits dans aucun texte sacré, mais dans le sang des souverains déchus. Tolérer ces comportements, c'est s'exposer à sa propre ruine. Soyons clairs, car le flou est le langage des faibles. Premier point, la déloyauté en temps de crise. La vraie nature d'un homme ne se révèle pas dans la prospérité, mais dans l'adversité. Quand le soleil brille et que les récoltes sont abondantes, chacun proclame sa loyauté. Chaque main se tend pour aider. Mais quand les vents tournent et que les murs tremblent, cette loyauté s'évapore, et seuls les véritables dévoués restent. La déloyauté en temps de crise n'est pas qu'une trahison personnelle. C'est une menace pour la structure même du pouvoir. La crise ne crée pas les traîtres, elle les dévoile. Le courtisan qui murmure son soutien à la table du banquet, mais qui disparaît lorsque la rébellion se prépare, est plus dangereux que l'ennemi qui se tient devant vous, l'épée à la main. Il porte vos couleurs, dîne à votre table, mais s'enfuit au moment où vous avez besoin de sa force. Cet homme empoisonne la confiance de l'intérieur, non par un défi audacieux, mais par une absence lâche. Pire encore, sont ceux qui sourient durant votre ascension, mais disparaissent à votre chute, pour ne revenir que si vous survivez, apportant des excuses déguisées en explications. Ce sont des opportunistes qui misent sur votre déclin. Et dès que vous leur pardonnez, vous donnez le signal aux autres de faire pareil. Laisser une trahison impunie, c'est se retrouver entouré d'hommes qui mesurent votre force avant d'évaluer leur loyauté. En temps de turbulence, ce dont vous avez besoin, ce ne sont pas de chiffres, mais de convictions. Un allié fidèle dans la tempête vaut 100 qui disparaissent quand le ciel s'assombrit. La déloyauté affaiblit le commandement, car elle envoie le message que le leader est seul, que sa force est conditionnelle et que son règne est négociable. Certains masquent leur absence par des excuses. Maladie, confusion, devoir ailleurs. Mais le pouvoir ne doit jamais se satisfaire d'explications tardives. Il faut apprendre à percevoir l'absence non comme un silence, mais comme un message. Quand votre appel à vous lever reste sans réponse, le message est clair. Ils ont choisi eux-mêmes plutôt que vous, et tout homme qui agit ainsi, une fois le fera encore. Deuxième point, la lâcheté dans le leadership. Il n'y a pas de responsabilité plus grande pour une position de pouvoir qu'un homme qui craint de l'exercer. Le leadership n'est pas donné à ceux qui cherchent le confort, ni préservé par ceux qui redoutent les conséquences d'une décision ferme. Un lâche à la barre fait plus de dégâts qu'un ennemi compétent, car il invite le désordre par son hésitation. Le chaos qu'il redoute est le même chaos qu'il engendre. La lâcheté en leadership ne se manifeste pas toujours par des mains tremblantes ou une fuite visible. Elle se cache plus souvent dans l'indécision, les retards sans fin et le besoin de consensus lorsque le moment exige un commandement. Le leader qui cherche constamment l'approbation avant d'agir ne dirige pas, il quémande, et ceux qui quémandent la certitude ne l'obtiendront jamais. Car la certitude au pouvoir ne se forge que par le risque. Celui qui attend d'être sûr agira toujours trop tard. La peur chez un leader se propage vers le bas comme une maladie. Lorsque celui qui est au sommet hésite, la chaîne en dessous se fracture. Les soldats commencent à remettre en question les ordres qu'ils suivaient autrefois sans réfléchir. Les ministres commencent à se demander s'ils ne devraient pas sécuriser leur avenir ailleurs. Un royaume dirigé par un lâche n'a pas besoin d'être conquis. Il s'effondrera de l'intérieur. La lâcheté n'est pas l'absence de peur, mais la soumission à celle-ci. Chaque dirigeant fait face au doute. Chaque commandant entend la voix qui pousse à la prudence. Mais seuls les faibles laissent cette voix gouverner leur langue, leurs mains, leur volonté. Les forts agissent même dans l'incertitude. Les forts frappent même quand l'issue n'est pas garantie. Ce n'est pas la cruauté qui maintient le pouvoir, c'est la détermination. Et la détermination ne peut coexister avec la lâcheté. Il y a ceux qui cachent leur peur derrière un masque de vertu. Ils parlent de paix, de moralité, de retenue mesurée. Mais regardez de plus près. Ils craignent l'action non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est difficile. Ils dissimulent leur faiblesse derrière un langage noble, espérant que le monde confonde leur lâcheté avec de la sagesse. Un vrai leader ne plie pas quand le devoir impose des choix difficiles. Il ne se cache pas derrière des comités ni ne remet à plus tard, espérant que quelqu'un d'autre décide à sa place. Numéro 3. La flatterie déguisée en loyauté. L'homme le plus dangereux dans n'importe quelle cour n'est pas celui qui vous défie ouvertement,
mais celui qui vous loue sans cesse. La flatterie, déguisée en loyauté, est un poison qui émousse l'esprit et aveugle le dirigeant. Cela semble chaleureux, plaisant et réconfortant, mais sous sa douceur se cache une décomposition. Le flatteur n'a aucune allégeance à la vérité, seulement à son propre intérêt. Il ne vous dit pas ce que vous devez entendre, mais ce que vous voulez entendre, et ce faisant, il vous prive de votre jugement. La véritable loyauté ose le désaccord. C'est le serviteur qui vous avertit de votre erreur, et non celui qui répète vos mots ou défend vos intérêts. La flatterie est une forme de manipulation. Elle cherche à contrôler le dirigeant en nourrissant son ego, en adoucissant sa détermination et en muselant ses instincts. Le flatteur sait qu'un homme ivre de louanges ne verra pas la trahison venir. Il n'a pas besoin d'affûter un poignard lorsque sa langue suffit. Cette fausse loyauté prospère dans des environnements où la vérité est punie. Lorsqu'un leader s'entoure de personnes qui le louent sans cesse, il crée une cour de miroirs. Chaque visage reflète l'admiration, et chaque voix résonne comme la sienne. Dans cette cour, l'échec n'est pas anticipé, car personne n'ose en parler. Le désastre n'est pas évité parce que tous prétendent qu'il ne peut pas arriver. Le dirigeant qui confond flatterie et loyauté construit sa chute pierre après pierre, sans se rendre compte que chaque compliment est une pierre qui assombrit sa vision. Le flatteur ne se soucie pas de votre succès. Il ne cherche qu'à rester proche de votre pouvoir tant qu'il dure. Et lorsque ce pouvoir s'estompe, il disparaît ou change de loyauté sans hésitation. La vraie loyauté supporte l'inconfort, l'affrontement, voire le désaveu temporaire. La flatterie, elle, ne le peut pas. Dès qu'elle n'est plus récompensée, elle disparaît. Les flatteurs sont souvent rusés, habiles avec les mots et rapides à identifier vos besoins. C'est là leur force et votre danger. Ils observent vos insécurités et les manipulent habilement jusqu'à ce que vous confondiez dépendance et confiance. Celui qui ne s'oppose jamais à vous, qui ne vous corrige jamais et qui ne vous conseille jamais la prudence, est un parasite, pas un allié. Numéro 4. Le défi public à l'autorité. L'autorité, une fois remise en cause publiquement, ne retrouve jamais pleinement sa force. Le pouvoir repose non seulement sur l'action, mais aussi sur la perception. C'est l'image du contrôle qui lie les hommes à l'obéissance et la croyance implicite que la résistance est vaine et que l'ordre est absolu. Dès que quelqu'un met en doute cette image en public, il frappe au cœur même de votre commandement, non pas avec la force, mais par la suggestion. La suggestion est souvent plus corrosive que la violence. Un dirigeant ne doit jamais laisser un défi sans réponse. L'homme qui remet en question votre ordre devant les autres, qui se moque de votre jugement en pleine place publique, ou qui murmure le doute à l'oreille de vos partisans, prépare le terrain pour une rébellion. Il n'a pas besoin de soldats. Son arme est l'idée que votre autorité est faillie. Et une fois que cette idée prend racine, elle se propage comme une infection à travers l'esprit de votre peuple. Il commence à se demander, s'il peut parler contre le dirigeant, pourquoi pas moi? Le danger de la défiance publique, c'est qu'elle donne aux autres la permission d'agir. Elle crée un précédent et réécrit le scénario de la soumission, le remplaçant par un acte de résistance. La cour observe, les conseillers observent, les hommes du peuple, dont la loyauté est fragile et conditionnelle, observent. Si le dirigeant est perçu comme tolérant le mépris, alors il n'est plus craint. Et sans crainte, l'ordre se dissout. Il n'est pas nécessaire de punir chaque désaccord privé. Le pouvoir ne requiert pas de paranoïa, mais ce qui se fait au grand jour doit être confronté avec force, non pas pour étouffer une opinion, mais pour étouffer une rébellion. Vous ne punissez pas le dissident uniquement pour ses paroles. Vous le faites pour les oreilles qui l'ont entendu, les yeux qui l'ont vu, les esprits qui pourraient l'imiter. La miséricorde dans l'ombre est parfois sage. La miséricorde exposée est toujours une faiblesse. Certains déguiseront leur défiance en honnêteté, en devoir, en souci pour le royaume. Ils prétendront parler non contre vous, mais pour le bien de tous. Mais écoutez bien. L'homme qui place publiquement sa conscience au-dessus de votre autorité se proclame souverain. Il ne cherche plus à servir, mais à vous remplacer. Un dirigeant qui permet une telle scène découvrira bientôt qu'il ne contrôle plus la pièce. Numéro 5. L'ingratitude envers les faveurs passées. Il n'y a pas d'insulte plus corrosive pour le pouvoir que l'ingratitude. Un homme qui accepte votre faveur, votre protection, votre élévation, puis l'oublie quand la fortune change, dit que votre générosité n'avait ni poids,
ni sens, ni emprise sur lui. Il profite de votre ascension et vous abandonne dans votre chute. Ce n'est pas de l'oubli, c'est une trahison pure et simple. L'ingratitude n'est pas un défaut de mémoire, mais un défaut de caractère. L'homme ingrat croit qu'il mérite tous les dons. Il voit l'aide non pas comme un lien, mais comme une transaction terminée dès qu'il a reçu ses bénéfices. Un tel homme est dangereux, car il n'a de loyauté qu'envers son propre confortant. Une fois qu'il a gravi les échelons grâce à votre main, il ne voit aucune raison de regarder en arrière. Et pire encore, s'il pense que vous faiblissez, il pourrait même porter le coup de grâce pour assurer sa prochaine opportunité auprès de vos rivaux. La générosité est un outil d'influence. Elle est offerte non par sentiment, mais pour créer une obligation. Mais l'obligation n'a de valeur que dans l'esprit des honorables. Accorder une faveur à ceux qui sont ingrats, c'est investir dans un champ stérile. Vous ne récolterez rien et pire, vous perdrez les ressources qui auraient pu être données à quelqu'un de loyal. Les ingrats prennent, mais ne s'engagent pas. Ils consomment, mais ne protègent pas. Le dirigeant doit être précis dans son jugement de caractère lorsqu'il accorde pouvoir, argent, position ou protection. Le coût d'une faveur mal placée n'est pas seulement la perte de l'actif. C'est la création d'un ennemi qui connaissait autrefois vos secrets, qui se tenait autrefois dans votre cercle et qui ne vous doit plus rien. Un tel homme devient doublement dangereux car il est à la fois libre d'obligations et plein de votre ancienne confiance. Vous ne trouverez pas de pénurie d'hommes qui s'inclinent profondément lorsque le don est dans votre main. Leur loyauté semble infinie, leurs mots pleins de dévotion. Mais regardez ce qu'ils font lorsque le vent tourne. Restent-ils fermes ou disparaissent-ils? Le moment de vérité révèle tout. Et une fois l'ingratitude révélée, ne doit jamais être excusée ou accueillie à nouveau, peu importe les excuses offertes ou les alliances proposées. Numéro 6. Ambition sans allégeance. L'ambition n'est pas un vice. C'est le moteur des empires, le feu qui pousse les hommes à dépasser leur statut, à conquérir, à régner, à bâtir. Mais l'ambition qui manque d'allégeance, une ambition qui ne doit loyauté à personne, qui ne s'incline devant aucun principe, qui dissimule sa véritable direction, est un poison pour toute structure de pouvoir. Un homme qui désire s'élever, mais qui ne s'engage envers aucun maître, n'est pas un serviteur gravissant les échelons par le mérite. C'est un prédateur à l'affût de son moment. Un tel homme peut sembler utile. Il travaille dur, s'exprime bien et accomplit beaucoup. Il flatte avec habileté et apparaît neutre dans les disputes. Mais la neutralité en politique est rarement sincère. C'est un déguisement. Ce qu'il attend vraiment, c'est son opportunité. Il ne sert pas le dirigeant, il sert le vide que le pouvoir laisse derrière lui lorsqu'il est mal utilisé ou perdu. Il est patient, silencieux observateur, stockant chaque faiblesse, chaque faux pas, chaque secret, jusqu'à ce que l'équilibre bascule. Un dirigeant ne doit jamais confondre utilité et loyauté. L'homme ambitieux sans allégeance changera de camp dès que votre faveur faiblira. Il ne se rebelle pas ouvertement, il chuchotera aux oreilles des autres, s'alignera avec des factions rivales, ou retiendra sa force quand elle sera la plus nécessaire. Et lorsque votre trône commencera à vaciller, il sera le premier à se présenter comme la solution. Il ne veut pas se contenter de servir le pouvoir, il veut le détenir. Ce genre d'ambition doit être soit affirmé, soit éradiqué. Si vous constatez qu'un homme a un grand potentiel et que vous ne pouvez pas gagner sa loyauté, alors vous ne devez jamais le laisser devenir trop puissant. N'élevez que ceux dont la réussite renforce la vôtre. Les ambitieux doivent être étroitement liés à vos intérêts par des récompenses, la peur et un destin partagé. Les laisser évoluer librement, c'est inviter votre propre remplacement. Vous les reconnaîtrez à leur discours soigneusement calibré, leur refus de s'engager et leur façade d'humilité maîtrisée. Ils rejettent les louanges en public et les cherchent en privé. Ils aideront quand cela sert leurs intérêts et disparaîtront dès que le risque se présente. Et surtout, ils éviteront de s'attacher à une cause autre que la leur. Ce ne sont pas des alliés. Ce sont des ombres qui attendent de prendre forme. Numéro 7. L'indignation morale comme arme. Il y a des hommes qui brandissent la bannière de la vertu, non pas pour faire avancer la société, mais pour renverser ceux qui sont au-dessus d'eux. Ils ne cherchent pas la justice, ils cherchent à tirer profit. Lorsque la moralité est utilisée comme outil de pouvoir, elle devient plus dangereuse que n'importe quelle armée, car elle permet à l'accusateur de se placer au-dessus de toute critique,
tout en précipitant les autres dans la chute. Ces hommes ne parlent pas avec une conviction sincère, mais jouent un rôle. Leur indignation est sélective, leurs normes flexibles, toujours dirigées contre celui qui détient l'autorité. Un dirigeant doit apprendre à distinguer la conscience authentique de la justice stratégique. La vraie moralité est ferme, cohérente et souvent silencieuse. Le manipulateur, lui, fait tout un spectacle de sa vertu. Il invoque le peuple, les dieux, l'avenir, prétendant parler au nom de tout ce qui est pur, tandis que son véritable objectif est de déstabiliser. Il accuse les autres de cupidité, tout en nourrissant secrètement lui-même. Il dénonce la cruauté, tout en aiguisant discrètement sa propre lame. Sa moralité est un masque, derrière lequel se cache une pure ambition. Cette tactique est d'autant plus efficace qu'elle se part d'un but noble. S'opposer à celui qui brandit l'indignation morale, c'est risquer d'être présenté comme corrompu, injuste ou oppressif. Le dirigeant se retrouve piégé non par la logique, mais par la perception publique, et c'est cette perception que le manipulateur moral contrôle. Il prospère parmi les foules, dans les discours, dans les commérages chuchotés, sous couvert d'inquiétudes légitimes. Il crée la division, non avec des menaces, mais avec des questions. En tant que dirigeant, mérite-t-il vraiment de gouverner? Ne devrions-nous pas exiger mieux? Ces questions paraissent nobles, mais leur but est la subversion. Le danger réside dans l'hésitation qu'ils suscitent. Le dirigeant commence à se défendre au lieu de commander. Il explique plutôt qu'il n'agit. Il justifie au lieu de donner des ordres. Et dès que le pouvoir est remis en question, il a déjà commencé à faiblir. Un dirigeant ne doit jamais laisser la morale servir d'obstacle. Laissez le peuple croire en la vertu, mais ne permettez jamais qu'il s'en serve comme d'une arme contre l'autorité. Au moment où l'indignation est récompensée, d'autres apprendront à en user, et bientôt votre cour sera remplie non plus d'hommes honnêtes, mais d'acteurs jouant les saints tout en tramant votre chute à huis clos. Le pouvoir ne se prend pas seulement, il se conserve par la vigilance, la clarté et une compréhension sans faille de la nature humaine. Le dirigeant qui tolère la déloyauté, la lâcheté, la flatterie, la désobéissance, l'ingratitude, l'ambition démesurée et la manipulation morale ouvre la voie à sa propre chute. Ces comportements ne se manifestent pas toujours comme des menaces évidentes au début. Ils sont subtils, déguisés en charme, vertu, nécessité, voire en loyauté. Mais chacun, laissé sans réponse, devient une fissure dans les fondations du commandement. Régner ne signifie pas plaire. Ce n'est pas pardonner sans fin, ni attendre l'honneur là où il n'existe pas. C'est savoir que certains hommes ne respectent que la force. Certains obéissent seulement par crainte, et d'autres ne suivent que tant qu'ils y trouvent leur avantage. Le dirigeant avisé guette les signes, pas les mots. Il juge les hommes par leurs actions lorsque le ciel s'obscurcit, non quand le soleil brille. Il comprend que la miséricorde mal placée devient faiblesse, et que la force, maintenue sans relâche, devient loi. Il ne peut y avoir de stabilité là où le danger est choyé, ni d'autorité là où la désobéissance est excusée. Un royaume survit non pas en plaçant sa confiance en tous, mais en discernant ceux qui la méritent et en éliminant ceux qui ne la méritent pas. Ceux qui trahissent le lien sacré de loyauté, ceux qui feignent d'être alliés tout en poursuivant leur propre ascension, ceux qui brandissent une morale factice pour affaiblir le trône, doivent être confrontés, démasqués et supprimés. Le véritable pouvoir exige que le dirigeant ne détourne jamais le regard des vérités inconfortables. Car ce ne sont pas les menaces les plus bruyantes qui détruisent un souverain, ce sont celles qu'il tolère.